Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2836 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 5 mars avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord que Harry Maguire fête aujourd'hui ses 31 ans. La même chose pour Fred, également 31 ans. L'ancien joueur de Manchester, maintenant il joue du côté du Fenerbahçe. Et Merih Demiral, donc défenseur turc de l'équipe de Al Ahly, ancien joueur de la Juventus Turin, fête lui aujourd'hui ses 26 ans. Et également un grand club, c'est Manchester United qui fête aujourd'hui ses 146 ans d'existence en ce 5 mars. Un bon anniversaire bien sûr à ce très grand club anglais. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir. Il y avait quelques rencontres. Tout d'abord en Première Ligue, un match en retard entre Sheffield United et Arsenal. Regardez-moi ce résultat, 6-0 pour Arsenal du côté de Sheffield. Donc les buteurs Odegaard, Martinelli, Havertz, Declan Rice, Ben White et un but contre son camp. Donc voilà, grosse victoire, même énorme victoire, même humiliation quand même de Arsenal sur cette équipe de Sheffield United. Donc les stats en faveur totale bien sûr de Arsenal, 81% de possession de balle, c'est énorme, 22 tirs, 10 tirs cadrés, 6 buts marqués, 4 arrêts seulement du gardien de Sheffield United. Et Sheffield, c'est seulement 19% de possession de balle, c'est très peu, 4 tirs, 0 tir cadré. Enfin, voilà, ça a été un match bien sûr à sens unique. Et la victoire est totalement logique et méritée pour l'équipe de Arsenal. Donc une démonstration à 6-0. C'est un résultat un peu commun, on peut dire, dans le football. Donc c'est vrai que regardez, il y avait déjà quand même 3-0 au bout de 15 minutes de jeu. C'est vrai qu'ils avaient déjà plié le match à la mi-temps. Il y avait déjà 5-0. Donc ils ont mis seulement un autre but en deuxième période. Mais le score était déjà acquis depuis le début de la rencontre. Et c'est vrai qu'Arsenal, lors de ses derniers déplacements en Première Ligue, ça tourne très très fort lors de leurs 3 derniers matchs à l'extérieur en Première Ligue. 3 victoires, 17 buts marqués pour seulement 0 but concédé. Ils en ont mis 6 à Sheffield, ils en ont mis 5 à Burnley et ils en ont mis 6 à West Ham. C'est à l'extérieur sur les 3 derniers matchs. C'est quand même exceptionnel et c'est un record, c'est historique, on n'a jamais vu ça en Première Ligue. Donc Arsenal est la première équipe en Première Ligue de l'histoire à marquer 5 buts ou plus lors de 3 matchs consécutifs à l'extérieur. Voilà les 3 derniers. Donc c'est jamais arrivé bien sûr dans l'histoire de la PL. Toujours avec cette équipe de Arsenal, donc là on a parlé des 3 derniers matchs, mais si on revient sur les 7 derniers matchs de Première Ligue, donc 7 victoires, voilà, ils ont tout gagné. 31 buts marqués pour seulement 3 buts encaissés. Et regardez, donc j'ai dit, il y a les grosses victoires à l'extérieur, mais aussi des belles victoires à domicile contre Newcastle 4-1, contre Liverpool 3-1, ou même du côté de Nottingham Forest 2-1, où ça a été compliqué, mais ils ont aussi obtenu les 3 points. Donc tout va bien actuellement, bien sûr, du côté des Gunners. Et 31 buts marqués lors de ces 7 derniers matchs. Ils sont sur une moyenne folle de 4,42 buts inscrits par match. L'équipe de Arsenal, actuellement, c'est peut-être la meilleure attaque au monde. Quand je dis actuellement, c'est peut-être sur le dernier mois. C'est vrai que, regardez, tous les buts qu'ils ont marqués, c'est quand même exceptionnel. Et Arsenal détient désormais le record, un autre record pour eux, du plus grand nombre de buts marqués lors de 7 matchs consécutifs en Première Ligue avec 31 buts. L'ancien record, c'est Manchester City en 2017-2018. Lors de 7 matchs consécutifs en Première Ligue, ils avaient inscrit 28 buts. Et Arsenal 31 buts, donc c'est un record. Voilà, 31 buts sur les 7 derniers matchs. C'était jamais arrivé dans l'histoire de la Première Ligue. Bon, après ils ont eu un accro. Bon, là la Première Ligue ils gagnent tout, mais n'oubliez pas qu'ils avaient perdu contre l'équipe de Porto en Ligue des Champions, c'est leur seul accro. Donc le match retour, je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, mais voilà, ils n'auront pas le choix, ils devront absolument s'imposer contre les Portugais s'ils veulent accéder au quart de finale. Et concernant Saka, donc hier il a joué, il a délivré une passe décisive et il devient le 6e joueur de la Première Ligue depuis novembre 2018 à atteindre la barre des 50 buts et 50 passes décisives. Donc en ce qui concerne ce domaine, donc il entre dans la même cour que Salah qui a déjà 50 buts et 50 passes minimum. Hugminson, Fernandez, Mahrez et Kevin De Bruyne. Donc là c'est seulement depuis 2018. Sinon on a plein d'autres qui ont déjà le double 50 on peut dire en Première Ligue. Bukayo Saka rentre on va dire dans ce cercle très fermé des joueurs ultra décisifs en Angleterre. Et pour finir sur ce match, on va juste nous parler pour finir de Sheffield United qui a pris 5-0 et devient la première équipe de l'histoire du football anglais à encaisser 5 buts sur 4 matchs de suite à domicile. Bon là 5-0, il y a même eu 6-0 bien sûr pour Arsenal. Leur dernier match, ils avaient pris 5-0 contre Brighton à domicile. Le match d'avant, ils avaient pris 5-0 contre Aston Villa et le match d'avant, ils avaient pris 5-2 contre Brighton. Donc ça doit être dur pour les abonnés, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont pris quand même 21 buts sur leurs 4 derniers matchs à domicile. C'est une catastrophe bien sûr cette équipe de Sheffield United. Et au niveau classement, ça donne quoi? Donc nous surtout on va regarder en haut du classement de Première Ligue, vu que là c'est un match en retard. Donc Liverpool toujours en tête. En gros les 3 équipes ont gagné, les 3 premiers. Donc Liverpool 63, Manchester City 62 et Arsenal 61. Après il y a un creux avec 6 points d'écart avec Aston Villa. Donc on a la 27e journée de Première Ligue. Il reste encore 11 journées de Première Ligue pour finir ce championnat. Un petit rappel, un dimanche à 16h45, dimanche qui arrive.
Liverpool reçoit Manchester City. Le premier contre le deuxième. N'oubliez pas que d'ici 2 ou 3 semaines, il y aura City contre Arsenal. Donc tout va se jouer, on va dire, là dans les prochaines semaines concernant ce titre de champion d'Angleterre. On quitte l'Angleterre, direction l'Italie. Donc en Angleterre, voilà, c'est plutôt serré, tant mieux. Il n'y a plus de suspense. En Italie, il n'y a plus de suspense. Les gars, l'Inter Milan va remporter bien sûr le championnat. Ils jouent un match hier. Avec leur maillot spécial, regardez, le maillot porté par Alexis Sanchez avec la tête de Tortue Ninja, j'avais parlé il y a quelques jours, vous avez porté ce maillot pour cette rencontre contre le Renoir. Bon, ça a été compliqué, ils ont galéré, mais ils ont gagné à la fin du compte, une victoire 2-1 pour l'Inter Milan. Donc Aslani buteur et Sanchez, donc Sanchez buteur sur penalty et passeur D pour son collègue Aslani, donc décisif sur les 2 buts. Alexis Sanchez, donc félicitations à l'Inter qui confirme encore bien sûr avec une belle victoire, donc 16 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts marqués, donc parfait bien sûr pour cette équipe qui fonce vers le Scudetto. Donc Scudetto remporter le championnat. Donc 11e victoire de suite en championnat. Leader avec 15 points d'avance, surtout son dauphin 15 points d'avance alors qu'il reste à peu près une dizaine de matchs. Comment veux-tu que la Juventus revienne sur eux? Donc 23 victoires, 3 nuls, seulement une défaite cette saison. Donc meilleure attaque du championnat avec 69 buts marqués. Meilleure défense du championnat avec seulement 13 buts encaissés. Mais ils ont le meilleur buteur du championnat, Lautaro Martinez. Donc tous les voyants sont au vert actuellement du côté de l'Inter. Mais pas qu'en plus, ils ont gagné leur 8e de finale aller de Ligue des Champions contre l'Atlético. Bon, maintenant ils vont devoir se déplacer à Madrid pour le match retour. Mais voilà, niveau championnat, il n'y a rien à dire. Ils peuvent pratiquement pas faire mieux. Bon, ils auraient pu faire mieux, gagner tous les matchs. Mais voilà, quand tu as 15 points d'avance alors qu'il reste plus que 10 matchs en championnat sur ton dauphin, ça sent très très bon. Et l'Inter Milan vient d'enchaîner avec ce match non perdu hier, un 29e match consécutif sans défaite. Donc la dernière fois, je crois que c'était fin septembre, le dernier match qu'ils avaient perdu. Cette équipe de l'Inter. Et regardez le classement avec cette victoire. Donc maintenant l'Inter, parce qu'ils avaient depuis pas mal de temps un match en retard par rapport à la Juve. Donc maintenant les deux équipes ont le même nombre de matchs joués, 27 matchs joués. Mais l'Inter c'est 72 points et la Juventus c'est 57 points. Alors qu'il ne reste plus que 11 matchs, 33 points à être distribués. Alors qu'ils ont 15 points d'avance. On va dire encore peut-être 4-5 victoires. Et voilà, ça sera officiel, ils seront champions d'Italie. Et avec 72 points, cette équipe de l'Inter, à 11 journées de la fin, c'est simple, ils ont déjà autant de points que la saison dernière, mais sur l'ensemble des 38 journées. La saison dernière, ils avaient fini avec 72 points au bout de 38 matchs, et là, ils sont déjà à 72 points, alors qu'il reste encore 33 points à donner. Donc, ils peuvent dépasser, pourquoi pas, la barre des 100 points, bien sûr, s'ils gagnent tout. Donc, voilà, la saison-là est bien meilleure que la saison dernière pour l'Inter Milan. On continue, rapidement avec un match du côté de la Liga. C'était Osasuna contre Alavés hier, donc 1-0 pour Osasuna. Donc niveau classement, Osasuna, je ne sais pas où ils sont, je ne les vois pas, ils sont là, ils sont 10e et Alavés 13e. Voilà, donc toujours ce classement dominé par le Real Gérone et le FC Barcelone. Du côté, on revient de en France, il y avait un match de Ligue 2. Angers retrouve le goût de la victoire parce qu'ils ont enchaîné les défaites. Je crois qu'ils restaient sur 3 défaites d'affilée, mais hier soir, ils jouent contre Ajaccio. Ils ont gagné 3 à l'équipe de Angers et ils reviennent à 3 points de la Auxerre, leader de la Ligue 2. Donc tout d'abord les stats, donc Angers efficace, on peut voir 3 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, aucun arrêt du gardien de l'AC Ajaccio. Donc Angers revient à 3 points de la Auxerre. Donc là on a la 27e journée, n'oubliez pas. Il y a encore 11 journées, n'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui montent directement pour la Auxerre. Ils ont quand même 7 points d'avance sur le 3e, qui jouera les playoffs, vous savez, contre le 16e de Ligue 1. Donc voilà, concernant ce classement de Ligue 2. Il y avait aussi un match de National, donc 3e division, c'était entre Sochaux et Rouen. Et c'est Rouen qui s'est imposé à domicile 1-0 contre l'équipe de Sochaux. Donc belle victoire de Rouen. N'oubliez pas que Rouen, c'est une équipe promue. Ils ont fait un beau parcours en Coupe de France, ils sont 7e, donc ils vont certainement se maintenir. Et Sochaux, les gars, qui étaient dans les premières places, enfin peut-être 3 ou 4e là, ils chutent, c'est vrai qu'ils enchaînent les mauvais résultats, ils sont 9e, attention parce qu'il y a quand même 6 descentes en National 2, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui descendent du côté de la N2 pour la saison future. On continue les gars, on va parler d'un résultat qui avait lieu avant-hier, mais je n'ai pas parlé hier parce que pourquoi hier, déjà l'épisode a duré 50 minutes, j'ai parlé de 5 gros championnats et je voulais en parler bien sûr de cette rencontre, on va en parler aujourd'hui parce que le score n'a pas bougé bien sûr, c'était entre Porto et le Benfica, c'était dimanche soir et Porto a mis une manita au Benfica, 5-0 pour l'équipe de Porto, donc avec Galeno, auteur d'un doublé, Wendell, Pepe et Loader, donc voilà, grosse victoire de Porto, 5-0 contre le Benfica, c'est toujours bien sûr un gros match entre ces deux équipes. Donc 16 tirs, 8 tirs cadrés pour Porto, 5 buts marqués. Donc le Benfica, ils n'ont pratiquement pas vu le jour. Seulement 3 tirs dans le match, une frappe cadrée. Donc une victoire totalement logique et méritée de Porto. Et Galeno, je dis, il a inscrit un doublé et même une passe D. Un énorme joueur en plus, là, cette saison en Ligue des Champions, il a des stats magnifiques. N'oubliez pas que c'est lui qui avait été buteur contre Arsenal lors de la victoire 1-0. On se souvient de sa frappe très lointaine qui était partie en pleine lucarne. Donc là, même en championnat, il performe. Donc voilà, concernant ce joueur. Et le Sporting, autre grand club du côté du Portugal,
joué contre Farense et Sporting a galéré, mais ils ont gagné 3-2. Et bien sûr, Gyökeres a été buteur dans cette rencontre. Donc 35 matchs, 32 buts et 11 passes décisifs pour Gyökeres, un joueur qui est ciblé par pas mal d'équipes. J'ai vu que le PSG Arsenal était intéressé par ce joueur, donc affaire à suivre. Mais il confirme encore qu'il marque quasiment à chaque match cet attaquant suédois. Et niveau classement, ça donne quoi? Donc le Sporting en tête, donc un point d'avance sur le Benfica. Voilà, mauvais résultat du Benfica avec cette défaite. À noter que le Sporting a un match en retard encore sur le Benfica deuxième, donc ils peuvent prendre 4 points d'avance. Et Porto, les gars, malgré leur victoire, ils sont toujours loin par rapport aux deux premiers. Donc voilà, concernant ce classement du championnat portugais, il reste encore 10 journées à jouer. On a 18 équipes, donc il y a 24 matchs joués, donc il y en a 34 en tout, comme en Ligue 1 ou même en Bundesliga. Du côté du championnat turc, il y avait une belle affiche également. J'ai pas parlé hier, mais elle avait lieu avant-hier entre le Beşiktaş et le Galatasaray. Donc c'est un match aussi toujours spécial à chaque saison. Et c'est le Galatasaray qui s'est imposé 1-0 grâce à un but contre son camp en tout début de match. Donc après ils ont su tenir tout le match. Les statistiques, ça a été un match très serré. On peut avoir quasiment les mêmes stats, quasiment kiff-kiff, mais voilà, ça tourne en faveur du Galatasaray qui fête sa victoire obtenue ce dimanche face au Beşiktaş. Donc voilà, on peut avoir la joie des joueurs bien sûr de l'équipe du Galatasaray après cette victoire. Et le Galatasaray confirme sa première place. On a 28 journées. Il reste encore 10 journées à 38 journées du côté du championnat turc. Donc avec 2 points d'avance sur le Fenerbahçe, donc tout peut arriver. Il reste encore 30 points distribués, donc tout peut arriver bien sûr. Mais voilà, ça va se jouer. Regardez, on passe de 75 à 73 les points et après on passe à 46 points. Il y a quand même il y a à peu près 30 points d'écart entre le deuxième et le troisième. Donc voilà, ça se jouera entre le Fenerbahçe et le Galatasaray, le titre de champion de Turquie. Concernant le Beşiktaş qui s'est incliné, ils sont moins à 46 points. Ils ont 29 points de retard sur le Galatasaray actuellement, leader. Du côté de la MLS, il y avait aussi un match que j'ai pas pu parler également hier. On va en parler aujourd'hui. L'Inter Miami contre Orlando City, c'était leur troisième match de cette saison. Et ils ont gagné 5-0 l'Inter Miami avec un festival de Suarez et Messi. Suarez doublé, Messi doublé, et Taylor a été également buteur lors de cette rencontre. Donc début de saison de MLS quasi parfait pour Miami avec 3 matchs déjà, 2 victoires, une victoire 2-0 lors du match d'ouverture, une victoire 5-0 avant-hier et un match nul partout contre Los Angeles Galaxy où ils ont égalisé à la 92e minute de jeu. Sinon ils auraient perdu le match, mais bon, pour l'instant ils sont leaders de la conférence Est. Cette équipe de l'Inter Miami et Suarez qui a inscrit son premier but du côté du championnat américain, même ses 2 premiers buts. Il a même délivré 2 passes décisives sur 4 des 5 buts de son équipe. Luis Suarez à 37 ans, il régale toujours bien évidemment. Donc voilà, le duo déjà Messi avec Luis Suarez. Il y avait aussi Jordi Alba bien sûr qui a joué cette rencontre. Donc parfait bien sûr pour l'équipe de l'Inter Miami. Et concernant Hugo Lloris, on sait qu'il est parti aux États-Unis jouer et il a joué un match très compliqué. Il joue avec le Los Angeles FC et il joue contre Real Salt Lake, l'équipe qui avait perdu 2-0 contre l'équipe de Miami. L'équipe de Messi en première journée, ils ont gagné 3-0, donc il a pris 3 buts et ça a été compliqué pour lui. Pourquoi? Parce que voilà, regardez, il y a de la neige, tout ça, c'était quasiment, je sais même pas comment le match il a pu être joué. Voilà, parce que quand il y a de la neige, autant le reporter à une date ultérieure, non, il a été joué et c'était très compliqué. Regardez, ces 2 matchs se jouent simultanément dans le même pays à la même heure ce week-end, mais sur la conférence Est, l'autre côté du pays, donc à Miami il faisait beau, mais de l'autre côté les gars il y avait beaucoup de neige, donc voilà, concernant bien sûr ces 2 rencontres. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo parce que hier soir, c'était hier le match, Al Nassr jouait son quart de finale aller de Ligue des Champions asiatiques contre l'équipe de Al-Ahly, donc c'est une équipe des Émirats Arabes Unis et Al-Ahly s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Cristiano Ronaldo, donc quart de finale aller, donc il y aura le match retour maintenant. Al Nassr la semaine prochaine, mais il n'y aura pas le choix, il faudra absolument s'imposer pour l'équipe de Cristiano Ronaldo, sinon ils seront éliminés de la Ligue des Champions asiatique parce qu'ils ont perdu le match aller 1-0. Donc Ronaldo, concernant le match d'hier, ils ont perdu 1-0, il a joué bien évidemment. Ronaldo, on peut avoir une note de 6.4, ça a été l'un des plus mauvais. J'ai pas vu le match, mais bon, on peut voir parmi tous les joueurs d'Al Nassr. Donc Mané a également joué, c'est vrai que tout le monde a joué. Otavio, vraiment les joueurs importants de Al Nassr ont joué. Et voilà, ils ont perdu contre cette équipe de Al-Ahly, mais bon, on est seulement à la mi-temps bien sûr de cette double confrontation. On va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions européenne parce que ça reprend les 8e de finale retour. C'est ce soir et demain soir. Donc tout d'abord ce soir, le Bayern Munich contre la Lazio. N'oubliez pas que la Lazio s'est imposé 1-0 au match aller. Donc le Bayern pas le choix. Ce soir, ils devront absolument s'imposer. Sinon, ils seront déjà éliminés. La Real Sociedad contre le PSG. On va en parler juste après. N'oubliez pas que demain, il y aura le Real Madrid contre Leipzig et Manchester City contre Copenhague. À noter que Real et City, c'est les seules équipes à avoir gagné lors du tour précédent. Enfin, le 8e de finale aller à l'extérieur. Sinon, toutes les autres équipes à l'extérieur n'ont pas gagné. Et voilà, donc il y a eu pas mal de victoires domicile ou des nuls. Donc voilà, seulement
également le Real et City qui sont très bien partis bien sûr pour se qualifier pour les quarts après leur succès à l'extérieur lors du tour précédent. Bref, nous on va parler du Paris Saint-Germain parce que voilà, c'est le match retour, c'est ce soir. On est le mardi 5 mars et ben voilà, c'est un match important pour le PSG, bien évidemment. On sait que le PSG a une histoire avec la Ligue des Champions, bien évidemment. Bon, ils n'ont pas remporté encore la LDC, mais on sait que le PSG, il y a eu des revers, il y a eu des humiliations. Hein, il y a eu souvent des bons matchs du PSG en huitième de finale aller, puis lors des matchs retour, ça a été des flops. Hein. Je pense au Barça, il y a eu 4-0 en Espagne, il y avait eu un énorme échec. Pareil, tiens, contre le Real Madrid, il y avait une victoire de 1-0 il y a 2 ans, puis au match retour, il y avait une défaite 3-1. Souvent en Espagne, il y a des humiliations pour le PSG lors des matchs retour. Attention, la Real Sociedad, c'est bien évidemment en Espagne. On croise les doigts, enfin moi personnellement je croise les doigts pour que ça aille bien sûr pour le PSG, enfin j'espère. Hein. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, fermer le banc avec Kylian Mbappé, tiens en tête, hein, en une de ce journal, hein, donc remplacé de plus en plus souvent par son entraîneur depuis la victoire 2-0 à l'aller face à la Real Sociedad. Hein. Mbappé, a priori titulaire, sera très attendu ce soir pour contribuer à la qualification du Paris Saint-Germain. Donc tout d'abord le groupe convoqué par Luis Enrique pour cette rencontre. Hein. Donc à noter déjà que Marquinhos et Danilo qui étaient forfaits pour le match contre Monaco vendredi dernier, là, ils sont présents. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc à noter aussi qu'il y a les jeunes Maïlu et Gadou, hein, tiens, on peut voir dans la colonne de droite tout en bas, ils sont présents. À noter également que Marco Asensio, lui, il est forfait. Il s'est blessé lors du match contre Monaco aux ischio-jambiers derrière la cuisse. Hein. Il ne pouvait pas être rétabli 4 jours après pour un match de Champions League, c'est pas possible. Donc sinon quasiment tout le monde est là, bien évidemment, pour cette rencontre très importante. Et hier soir, il y avait entraînement pour l'équipe du Paris Saint-Germain du côté du stade l'Arena de San Sébastien, donc le stade en gros de la Real Sociedad où évoluera bien sûr le PSG ce soir. Hein. Donc le match sera bien sûr à guichet fermé, j'en ai parlé hier, qu'il y avait énormément de demandes des supporters. La Real Sociedad, ils auraient pu remplir 3 fois le stade tellement qu'il y a eu de demandes pour assister tout simplement à cette rencontre très importante de Ligue des Champions. Donc on pense que l'atmosphère va être bien sûr énorme. Hein. Donc côté Paris Saint-Germain, il y aura plus de 2000 supporters du PSG qui seront présents pour cette rencontre. Et Luis Enrique tient en conférence de presse hier, interrogé s'il va gérer Mbappé de la même manière en Ligue des Champions, ça veut dire le faire sortir. On sait que les 3 derniers matchs, Mbappé n'a pas joué les matchs entiers. Donc est-ce qu'il va faire la même chose en Ligue des Champions? Il a dit oui, pourquoi pas. Voilà, donc, Mbappé peut potentiellement sortir à la mi-temps ce soir. Bon après, je pense que tout dépend bien sûr du résultat parce que ça serait quand même se mettre une balle dans le pied. Je sais pas s'il y a un 0-0 ou il y a 1-0 pour la Real Sociedad, tu sors Mbappé à la mi-temps, même s'il fait, je sais pas, par exemple une mauvaise première mi-temps, c'est un joueur à tout moment qui peut débloquer une situation. Donc voilà, bon il a dit pourquoi pas, on verra ce que va décider maintenant Luis Enrique. Et Mbappé les gars, tiens, il est arrivé avec l'équipe du PSG, hein, donc il y a pas mal de supporters espagnols, et il a refusé de signer une petite pancarte avec le logo du Real Madrid, donc il signait des autographes, il y a quelqu'un, on peut le voir là, avec la feuille blanche, et en gros logo du Real, il l'a vu Kylian Mbappé, il l'a pris, mais il l'a pas signé. Hein, donc bon, ça veut rien dire, ça veut pas dire que voilà, il veut pas signer sur la pancarte du Real Madrid, qu'il ne va pas signer là-bas. Il devrait bien signer bien sûr du côté du club espagnol. Concernant la compo de ce soir, tiens, en parlant de Kylian Mbappé, il devrait bien être titulaire au poste de numéro 9 avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Donc c'est la compo probable du journal RMC. Donc la triplette française en attaque, donc Zeremri, Fabien Ruiz, Vitinha au milieu de terrain, Ugarte devrait être sur le banc, d'après la compo probable. Et derrière les gars, Nuno Mendes pour être titulaire, on verra. Hernandez, Marquinhos, Hakimi et Donnarumma. Si c'est pas Nuno Mendes, ça sera certainement Hernandez et Beraldo peut-être dans l'axe. Il y aura peut-être des changements parce que voilà, c'est Luis Enrique bien sûr qui aura le dernier mot et souvent il fait des surprises bien évidemment par rapport aux compos probables. Donc voilà, ça ressemble à ça. Elle est pas mal bien sûr cette équipe. Donc maintenant ce sera au PSG de faire une belle rencontre. N'oubliez pas que le PSG en Ligue des Champions à l'extérieur cette saison, c'est 0 victoire, c'est même 2 défaites. C'était où, à Newcastle, une grosse défaite quand même, une défaite à Milan et un match nul à Dortmund. Il n'a toujours pas gagné à l'extérieur cette saison, donc en Ligue des Champions. Donc ce soir tu peux perdre, tu peux perdre 1-0, mais tu peux être qualifié. Mais bon, faut pas jouer le 1-0 pour la Real Sociedad, pas du tout. Le PSG va aller là-bas pour bien sûr gagner la rencontre. Et concernant Marquinhos, donc on peut le voir là dans la compo probable, mais les sensations à l'entraînement pour Marquinhos n'étaient pas optimales pour son retour de blessure. Ça veut dire qu'il n'est pas à 100%, n'oubliez pas qu'il a été forfait lors du match contre Monaco, contre Rennes, lors des 2 derniers matchs de Ligue 1. Donc après discussion avec le staff, il se pourrait bien que le Brésilien débute sur le banc ce soir face à la Real Sociedad. S'il n'est pas 100%, il n'y aura pas de risque pris. Et du coup Marquinhos pourrait être sur le banc et du coup soit Danilo ou soit Beraldo pour être titulaire en défenseur central. Donc voilà, comme j'ai dit, ça peut bouger bien sûr cette compo de départ. Et côté Real Sociedad, voilà quoi devrait ressembler. Enfin, déjà le groupe, c'est vrai que j'ai pas la compo. J'ai pas pu voir quelqu'un qui a fuité la compo. Mais voilà, déjà le groupe convoqué. Donc quasiment tout le monde est là, bien sûr, pour cette rencontre très importante pour eux. Et regardez sur leur Twitter officiel, Real Madrid Sociedad Football,
prépare, en gros, l'opération prépare la remontada. Remontada, voilà ce mot qu'ils aiment bien utiliser parce qu'en Espagne, les gars, quand tu perds 1, 2-0, 3-0, il n'y a pas de souci. Tu sais que tu peux faire au match retour, revenir. Voilà, ils préparent la remontada, ça sera ça. C'est qu'ils vont mettre, je pense, une grosse pression au PSG. Dans les 10-20 premières minutes, ce sera au PSG de bien gérer le début de match. Parce qu'attention, c'est pas ce qui peut se passer. Imagine, Real Sociedad met un but au bout de 5 minutes de jeu. Ça va être très compliqué pour Paris parce qu'ils vont pousser énormément. Donc on verra. Maintenant, ça, au Paris Saint-Germain, s'ils veulent gagner la Ligue des Champions, voilà, il faut battre n'importe quelle équipe et il faut pas tomber dans le piège de cette équipe espagnole. Bref, donc j'ai dit un Real Sociedad PSG, je pense qu'on a beaucoup parlé. Bayern Lazio, juste une petite info les gars, Thomas Tuchel pourrait quitter le Bayern plus tôt que prévu, si ce soir il y a élimination. C'est fini. Dans la foulée, les gars, ce soir, c'est sûr, après le match, avant minuit, ce soir, il sera viré s'il y a élimination. C'est-à-dire s'ils se font éliminer contre la Lazio. Voilà, s'il passe, il n'y aura pas de souci, je pense, il continuera. Donc voilà, concernant Thomas Tuchel, mais une chose qui est sûre, c'est qu'au 30 juin prochain, il quittera l'équipe du Bayern, soit au 30 juin, soit peut-être ce soir, si ça se passe mal. Grosse semaine européenne, donc on a parlé du PSG, n'oubliez pas qu'il y a 2 équipes françaises également qui jouent, donc ça après-demain en Europa League. Europa Conference League. Donc l'Europa Conference League, c'est Lille Aston Graz en Autriche, c'est à 18h45. Et jeudi soir à 21h, l'Olympique de Marseille contre Villarreal. Le match est diffusé sur M6, je me souviens, il y a quelques jours. Donc voilà, le match là, vous pourrez regarder bien sûr en clair. Et concernant Villarreal, qui reste comme sur 7 matchs d'affilée, sans défaite, toute compétition confondue, il reste sur un 5-1 à gagner ce week-end en championnat. Ils sont touchés par une épidémie gastrique avant leur match contre l'OM, donc en gros c'est mal de ventre, tout ça. Donc plusieurs joueurs clés affectés et affaiblis, on peut voir que Eric Bailly, ASM Mendy, Komesana ou encore Philippe Jorgensen seraient victimes du virus, en gros ils sont tous malades. Marcelino aura annoncé que certains joueurs ont dû se rendre à l'hôpital ce week-end en raison d'un inconfort. Voilà, gastrique on peut dire. Donc voilà, concernant cette équipe qui va arriver avec pas mal de joueurs plutôt, peut-être pas 100% pour ce match contre l'OM après-demain. Et concernant ce match, vous savez, j'avais dit que Marseille sanctionné derrière les buts, il n'y aura pas de supporters. Peut-être si. Donc l'OM lance l'opération Minot afin de remplir le virage nord initialement suspendu pour jeudi face à la Villarreal avec 4000 potentiels enfants. Donc l'UEFA est en accord avec le club phocéen et partage la tristesse d'une tribune vide pour un 8e de finale d'Europa League bien sûr. Donc méfiance tout de même car le délai reste court pour organiser une telle opération. Donc en gros, vu que cette tribune normalement il n'y aura personne, et là, Marseille l'avait déjà fait dans le passé un coup, ils avaient été aussi une tribune à huis clos, ils avaient dit des enfants de venir, l'UEFA avait donné leur accord. Donc si l'UEFA donne son accord, il n'y a pas de souci. Donc ça pourrait être la même chose, 4000 enfants pourraient être présents dans la tribune basse du virage nord on peut dire, voilà pour voir un peu de public bien sûr, ce sera des enfants, ce ne sera pas les supporters normalement abonnés bien sûr du côté de Marseille, donc voilà. Bon, c'est mieux bien sûr de voir même des enfants, peu importe, voir une tribune remplie que voir personne, donc voilà, concernant bien sûr cette tribune. On quitte Marseille, on va du côté de Barcelone. Donc vous savez que le Barça a joué avant-hier, ils ont fait 0-0 contre Bilbao, mais ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu surtout 2 joueurs très importants, De Jong et Pedri. Et on sait ce qu'ils ont officiel. Frenkie De Jong souffre d'une entorse du ligament externe de la cheville droite et sera absent entre 4 et 6 semaines. Donc forfait pour le match la semaine prochaine. Tiens, mardi prochain, dans une semaine jour pour jour, le Barça reçoit Naples. Voilà. Et Pedri souffre du muscle droit fémoral de la cuisse droite. Et son indisponibilité n'a pas été indiquée. Donc lui, ça devrait être... même encore plus, au moins 6 semaines, donc quasiment au moins un mois et demi, voire 2 mois. N'oubliez pas que dans 2 mois et demi, c'est la fin de saison. Donc voilà, ça sent mauvais pour revoir Pedri cette saison. Donc gros coup dur, bien sûr, pour le Barça, parce que là, on rentre dans la phase finale de cette saison. Et Pedri, les gars, donc j'ai dit, donc voilà, sera absent vers 6 semaines à peu près. Le crack Blaugrana, n'est pas épargné par une blessure depuis sa folle saison 2020-2021 où il avait joué 72 matchs. Il avait peut-être trop forcé sur son corps. Et depuis, 197 jours d'absence, 110 jours d'absence l'année qui a suivi, et là cette saison 94 jours d'absence et plus 6 semaines à ajouter, donc ce qui va faire on va encore dépasser la barre des 100 jours d'absence pour Pedri. Donc depuis en moins de 3 saisons, il a déjà loupé 71 matchs. Et en plus les matchs là encore qu'il va louper, donc ça commence à faire beaucoup pour Pedri. Après lui il n'est plus rien, c'est simplement son corps qui est en train de le lâcher. On lui va avoir beaucoup de force bien sûr au genre Pedri, donc il veut louper le match. Déjà il y a Mallorca là, il joue vendredi qui arrive là, le Barça donc contre Mallorca, contre Naples mardi prochain, et après le match d'après en Liga les gars sera un match contre l'Atlético Madrid, ils seront pas là également.
Et bien sûr, c'est une catastrophe pour le FC Barcelone. Et concernant Lamine Yamal, donc c'est pour ça qu'il a soufflé Lamine Yamal lors du match contre Bilbao. Il a dit, Xavi, Lamine Yamal a débuté trop de matchs à la suite et là aussi il ne veut pas prendre de risques. Hein. Il n'a que 16 ans et nous essayons de le protéger. Ce n'est qu'un adolescent. C'est pour ça tout simplement qu'il l'a fait souffler, qu'il n'a pas voulu le faire jouer parce que sinon on peut voir des joueurs comme Pedri qui joue beaucoup, voilà, blessure. Donc c'est pour ça qu'il l'a fait souffler parce qu'il est encore tout jeune, il a seulement 16 ans bien sûr. La pépite Lamine Yamal. On revient 6 ans jour pour jour en arrière, on apprenait la disparition de Davide Astori, donc ancien capitaine de l'équipe de la Fiorentina, donc qui nous quittait suite à une crise cardiaque, on n'oublie pas bien sûr, hein, Davide Astori, ça fait déjà 6 ans, hein, donc voilà, on pense fort à lui bien sûr, hein, et on pense fort également à Emiliano Sala et l'affaire Nantes-Cardiff concernant le transfert de Sala. C'est toujours pas fini, hein, c'est fou. Donc Cardiff maintient sa pression judiciaire dans l'affaire Sala parce qu'en gros Cardiff ne veut pas payer à Nantes le transfert. Donc le Cardiff a engagé des procédures fin février contre Willy McKay, l'intermédiaire qui a participé au transfert d'Emiliano Sala ainsi que son épouse et son fils. Une audience est programmée aujourd'hui mardi. Donc voilà, c'est fou hein, quand même. Aussi par rapport à cette affaire. Des nouvelles aussi d'Albert Ellis, hein, donc c'était samedi, bon pas le samedi là il y a 3-4 jours, c'était le samedi d'avant, donc il avait une grosse blessure, hein, donc le 24 février dernier, donc des examens médicaux rassurants pour Albert Ellis, hein, donc il retrouve l'usage de sa parole et la mobilité au niveau de ses membres progressivement. N'oubliez pas qu'il était plongé dans le coma pendant quasiment une semaine, donc c'est très grave hein, ce qu'il a eu. Donc samedi le joueur a pu regarder ses coéquipiers bordelais arracher le nul à Rodez, il y a eu 2 partout, donc il a pu regarder le match, il est à l'hôpital mais il a pu regarder le match. Voilà. Donc l'éventualité qu'il puisse reprendre le cours de sa carrière de footballeur n'a pas encore été abordée. On n'est pas encore dans ces questions-là, mais déjà, il peut regarder, déjà il reparle tout ça, et c'est bien sûr plutôt encourageant. Donc on lui envoie également beaucoup de force. On continue les gars, regardez l'équipe type de la 24e journée de Ligue 1 qui s'est jouée le week-end dernier. Donc Donnarumma au but, hein, qui a fait un gros match contre Monaco avec pas mal d'arrêts décisifs, il est dedans. Klaus Mbamba côté Olympique de Marseille, il est dedans. Pierre Lesmelou, il est également dedans. Il y a aussi, je sais pas, il y a Fofana, il y a qui, il y a Mikotadze, ou même je sais pas, des autres joueurs. Hein. Nordin, qui a marqué un doublé avec l'équipe de Montpellier de partout contre Strasbourg, il est également présent dans cette équipe. Officielle, la programmation complète de la plus grosse journée de la saison avec des énormes affiches. Hein. Donc déjà, un vendredi, ça sera Lille contre l'équipe de Reims. C'est dommage, je ne pas marqué. Hein. Je crois que ça sera fin du mois de mars. Hein. Je crois que le match, la OM-PSG, c'est le 31. Donc là, le 31 le dimanche. Donc le 30, le samedi et le 29. Donc le 29 mars, les gars, il y aura un Lille. Lens, donc derby, hein, ça sera un vendredi soir, c'est officiel hein, parce qu'ils ont programmé les horaires. Donc le samedi il y aura Metz-Monaco, il y aura aussi un Lyon-Reims hein, le samedi soir à 21h et le dimanche donc il y aura Lorient-Brest, c'est un derby, hein, c'est juste à côté les deux villes. Donc il y aura Strasbourg-Rennes, mais il y aura surtout l'OM contre le PSG le dimanche soir à 20h45, voilà concernant cette journée de Ligue 1. Et toujours tiens avec la Ligue 1, fini la Ligue 1 Uber Eats, n'oubliez pas que Uber Eats les gars c'est depuis longtemps le sponsor de la Ligue 1, bon ils vont finir la saison mais ça pourrait passer, vous avez vu avec qui, le grand M, hein, McDo. Donc le nouveau naming du championnat de France sera la Ligue 1 McDonald's selon Daniel Riolo, c'est pas encore officiel mais ça devrait être McDo, la Ligue 1 McDonald's, voilà en gros. Le contrat rapportera 20 millions d'euros par an, hein, c'est pas mal, hein, contre 15 millions d'euros par an pour l'ancien naming, donc Uber Eats verser 15 millions d'euros par an la Ligue 1 pour s'appeler la Ligue 1 Uber Eats, donc maintenant la Ligue 1 McDonald's normalement l'année prochaine. Bon je sais pas s'il faut en rire ou non, j'en sais rien, mais bon voilà c'est de l'argent, pour la Ligue 1, pour la LFP, donc voilà c'est bon à prendre, donc voilà la Ligue 1 McDonald's peut-être la saison prochaine, c'est fou. Les nouveaux crampons de Vini Junior en mode TN1 et au passage petit maillot du Brésil 1998, désolé. Donc regardez, hein, ces paires de crampons, hein, magnifiques bien sûr, et il les a portés tout simplement Vini Junior, regardez, c'était lors de l'entraînement du jour hein, pour le Real Madrid avant d'affronter demain le RB Leipzig. Bon, on peut avoir Vini Junior avec ses crampons là qui vient de présenter, avec son équipementier Nike, hein, n'importe quoi. Bref, on continue les gars, toujours avec Vini. Donc ça c'est encore problématique, hein, c'est lors du match hein, contre Valence, c'était samedi soir. Hein. La Ligue espagnole de football serait en train d'analyser une vidéo d'un enfant insultant Vini de singe lors du match face à Valence samedi soir. Sur les images, on voit un garçon sur les genoux d'une femme traiter l'attaquant du Real Madrid de singe mono en espagnol. Donc encore un problème on peut dire, hein, parce que ça a fait déjà beaucoup. On se souvient déjà ce qui s'était passé la saison dernière avec Vini, le match avait été arrêté hein, du côté de Valence, et c'est à peu près le match n'a pas été arrêté
samedi dernier, mais bon, il y a eu encore des propos racistes. Et là, ça commence bien sûr à faire beaucoup, ça fait trop tout simplement. On va parler de Neymar, les gars. Donc Neymar en rétablissement, mais il était présent au Grand Prix du Bahreïn, qui a eu lieu samedi à 16h. C'est Verstappen qui a gagné bien sûr la course. Bref, il était présent, Neymar, parce que Neymar est sponsorisé par Red Bull. Et c'est Red Bull, l'écurie de Verstappen, donc c'est pour ça qu'il est invité. Donc on a Neymar avec le pilote hollandais Verstappen, qui a gagné bien sûr cette course, qui va certainement gagner encore bien sûr ce champion de Formule 1 parce qu'il est tellement fort. Et l'écurie est tellement puissante, les Red Bull, bref, donc voilà, Neymar, on peut voir, Neymar tout simplement. Et Neymar, qui a été questionné, donc il a dit si Messi, parce que le journaliste lui a posé une question, oui Messi, qu'est-ce que vous en pensez de sa carrière aux États-Unis? Donc si Messi est heureux, alors je suis heureux, oui, j'aimerais pouvoir rejouer avec lui. On a l'impression qu'il fait de l'appel du pied à l'Inter Miami. Et c'est vrai que quand on voit déjà Messi et Suarez, la MSN, vous vous souvenez, ce trio, il ne manque plus que Neymar. Et c'est vrai que Neymar, les gars, voilà, si David Beckham, le président du club, a fait une offre à Neymar, donc lui, il serait plutôt heureux de jouer là-bas. C'est vrai que c'est totalement jouable. Des joueurs comme Messi ou même Suarez ont signé là-bas. On se dit pourquoi pas Neymar. N'oublie pas qu'actuellement c'est toujours joueur de l'équipe de Al Hilal. On va parler de Manchester City a tenté plus de tirs que la possession totale de Manchester United, c'est fou. Donc la possession, voilà, c'est 74 pour City, mais 26% de possession de balle pour Manchester United contre Manchester City avant-hier. Et City a fait 27 tirs. Donc, plus de tirs que la possession, on va dire, de Manchester United. À noter que Manchester United, dans le match, en fait seulement 3 tirs. City, 27 tirs, pour montrer vraiment la différence de niveau entre les deux Manchester depuis pas mal d'années. Et Pep Guardiola sur Phil Foden actuellement, il est le meilleur joueur de Premier League pour être un joueur de classe mondiale. Il faut faire gagner des matchs. Et il l'a fait aujourd'hui, c'est vrai qu'il a marqué un doublé. Il perdait 1-0 à l'équipe de Manchester City. Phil Foden a égalisé. Phil Foden a marqué le deuxième but avant que Haaland marque le troisième but et la victoire 3-1 de Manchester City. C'est vrai que Phil Foden, voilà, sur ses derniers matchs, il n'y a rien à dire les gars. Actuellement, c'est vrai, quand on dit actuellement, c'est sur le dernier mois, voire les 2 derniers mois, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Regardez, il est quasiment décisif à chaque match, Phil Foden. Quel joueur, bien sûr. Et Roy Keane, sur les récentes performances de Phil Foden avec Manchester City, il a dit Phil Foden doit être titulaire en sélection désormais. Southgate, donc le coach de l'Angleterre, a beaucoup de chance avec les talents qu'il dispose. Mais aujourd'hui, ce gamin doit jouer dans le 11 titulaire de la sélection. C'est vrai que la sélection anglaise, moi je dis il y a 3 favoris pour gagner l'Euro. Donc il y a la France, le Portugal et l'Angleterre. C'est que l'Angleterre, c'est peut-être même les ultra favoris parce qu'ils ont quand même une équipe de fous. Regardez ces joueurs, Foden, Harry Kane, Saka, Bellingham, Declan Rice, Alexander-Arnold, Tomori, Johnston, Walker, Trippier, Pickford, encore plein d'autres joueurs bien sûr à citer. C'est vrai qu'ils sont très très forts, cette équipe de la sélection anglaise. Et toujours avec Phil Foden, donc cette saison, toute compétition confondue, c'est 18 buts et 10 passes D, c'est à peu près le même ratio. En gros, il a décidé sur 28 buts. Pareil que Jude Bellingham, qu'on parle beaucoup, bien sûr, Bellingham. On parle moins de Phil Foden, mais il a pratiquement les mêmes stats. Donc Bellingham a plus marqué, mais 2 passes D de moins. Donc en gros, c'est pareil. Voilà, donc exceptionnel, bien sûr, la saison de Phil Foden. Tiens, toujours avec Manchester City, Netflix devrait diffuser une série documentaire sur le triplé historique de Manchester City de la saison dernière. La série devrait faire 6 épisodes et sortir au début du mois prochain, donc au début du mois d'avril. Il va voir sur Netflix. Documentaire bien sûr sur la magnifique saison dernière de Manchester City. En parlant de Manchester United, parce qu'Eric Ten Hag lors du derby avant-hier perdu 3-1, mais il a dirigé, c'était son 100e match, c'est toujours un cap symbolique, les 100, on peut dire les 100 matchs, donc son bilan du côté de Manchester United, c'est 61 victoires sur 100 matchs, 11 nuls, 28 défaites. Bon, le bilan est correct, on va dire, mais pas non plus ultra bon. 28 défaites, ça fait beaucoup, surtout en 100 matchs, surtout dans un club comme Manchester United. Donc voilà, concernant Eric Ten Hag, il a dit la 5e place peut être aussi une place qualificative pour la future Ligue des Champions. Donc nous devons nous battre pour l'avoir parce que les 4 premiers, ça va être compliqué. Bien sûr, pour Manchester United, ils sont un peu décrochés par rapport au top 4. Mais voilà, 5e place, il dit que, je sais pas, peut-être qu'il y aura des barrages. N'oubliez pas qu'il y aura un nouveau format de Ligue des Champions la saison prochaine avec plus d'équipes. Donc peut-être la 5e place en Angleterre sera qualificative où ça jouera les barrages. C'est pour ça qu'ils vont essayer de s'accrocher à cette 5e place tout simplement. Manchester United. On va parler d'une équipe, elle sera en Ligue des Champions saison prochaine. C'est le Bayer Leverkusen. Le classement ne vaut rien pour l'instant. C'est Xabi Alonso qui a dit ça en conférence de presse après la victoire 2-0 du week-end dernier. Ils ont 10 points d'avance, mais il dit que pour l'instant ça vaut rien, c'est vrai. Pas 10 points d'avance sur le Bayern Munich, il reste plus que 10 matchs à jouer. Mais voilà, le classement le plus important chaque saison, c'est à la fin, c'est lors de la dernière journée. À la fin de la dernière journée, c'est là vraiment le classement est très important parce que c'est le classement final. Pour l'instant, ils sont premiers, mais pour l'instant, ils peuvent s'effondrer totalement, même si on ne les voit pas s'effondrer. Au vu de la saison qu'ils sont en train de faire, personne ne les voit, les gars, s'effondrer, enchaîner défaite sur défaite et le Bayern Munich repasser devant le Bayer Leverkusen.
Bon, c'est mathématiquement jouable, on peut dire quasiment impossible. Des nouvelles tiens de Dimitri Payet, hein, donc avec Vasco da Gama, donc ultra décisif lors du dernier match, un but et 2 passes D pour Payet. Ça se passe très bien du côté du Brésil. Brahim Diaz en sélection marocaine s'est fait à 90%. Le Real Madrid a été mis au courant de la présence du numéro 21 dans la préliste du Maroc pour les futures échéances. La Fédération royale marocaine de football et Brahim Diaz sont en attente du changement de nationalité sportive du joueur auprès de la FIFA. Donc il avait le choix entre le Maroc et l'Espagne. Du coup c'est le Maroc qui va choisir, hein. C'est maintenant quasiment sûr, hein. C'est fait à 90%. Voilà, il devrait être appelé là, pour la prochaine liste du Maroc qui va être dévoilée là d'ici quelques jours. Des nouvelles de Domenico Berardi, j'ai dit hier, hein, rupture tendon d'Achille. Enfin, c'était pas encore sûr, il a passé des tests, c'est bien ça les gars. Regardez, il est en train de se tenir derrière le tendon là, le pied, donc c'est bien ça. Donc voilà, grave blessure, hein, Kimpembe l'a eu, hein, il est toujours pas revenu, il a eu l'année dernière Kimpembe. Donc il est forfait bien sûr pour l'Euro, il reviendra quasiment fin de saison prochaine, voire peut-être là, début de la saison encore d'après. Donc grosse force bien sûr à Berardi, hein, terrible blessure. Officiel adjoint à David Bay au Red Star, hein, Sébastien Bichard est le nouvel entraîneur principal adjoint de Clermont. Donc il sera ensuite l'entraîneur principal la saison prochaine et prendra le relais de Pascal Gastien. Donc voilà, actuellement il va être le bras droit de Pascal Gastien pour finir la saison. Et la saison prochaine sera lui l'entraîneur numéro 1 du côté de Clermont. Donc peut-être en Ligue 2, hein, parce qu'actuellement ils sont derniers de ce championnat de Ligue 1. La star australienne de Chelsea, Sam Kerr, a été inculpée d'outrage à caractère raciste sur un agent de police au Royaume-Uni. Voilà, donc n'oubliez pas que cette jeu joue du côté de Chelsea. Donc on a dit des propos racistes contre un agent de police. Donc voilà, concernant Sam Kerr. Franck Leboeuf, tiens, ancien joueur de l'équipe de France, hein, il a dit: je le tiens à le remercier d'avoir porté le sport à haut niveau, mais il y a une fin pour tout le monde, hein. Le Portugal est l'un des prétendants à l'Euro cet été. Ils peuvent gagner cet Euro, hein, mais seulement si Ronaldo ne joue pas cet Euro. Donc voilà ce qu'il dit, hein, Franck Leboeuf, hein, que le Portugal est actuellement plus fort sans Cristiano Ronaldo qu'avec Ronaldo. Certainement. Officiel, le Sénégal affrontera le Gabon le 22 mars prochain et le Bénin le 26 à Amiens en France. Ces deux matchs ont lieu à Amiens. Hein, voilà, donc Sénégal, Bénin et Sénégal, Gabon là, prévus dans quelques semaines. Les frères Inaki et Nico Williams ont fait construire une énorme école au Ghana. Ils ont également envoyé un grand lot de maillots de Bilbo. Cette école, on peut dire, un magnifique geste, hein, bien sûr, des frères Williams, hein, qui sont tellement bons les deux. Bref, donc voilà, ils ont construit cette école et aussi offert des maillots de l'Athletic Bilbao, bien sûr, à pas mal de jeunes. Les 10 joueurs africains ayant la plus grosse valeur marchande actuellement, c'est Victor Osimhen. Il est actuellement estimé à 110 millions d'euros sur le mercato. Mais pas que lui, il a une clause libératoire fixée à 130 millions. Du côté de Naples, Salah, il est évalué actuellement à 65 millions d'euros. Bon, peut-être parce que son contrat se finit bientôt, c'est peut-être pour ça, parce que sinon Salah, bien sûr, on sait que c'est cher. Hakimi, c'est 65 millions également, ou Kudus, Mohamed Kudus, c'est 45 millions d'euros, l'attaquant de l'équipe de West Ham. Lui, il s'appelle Nguessan, donc il joue à Saint-Etienne, il a seulement 15 ans, et auteur d'un triplé en 46 minutes pour l'équipe de France U16 lors de la victoire 5-1 face au Japon en amical. Et un joueur à surveiller, c'est qu'il y a eu des pépites il y a quelques années, on commence à apprendre Lamine Yamal. Encore plus avant, on prenait les stades d'Mbappé, on se disait attention à ce joueur. Attention maintenant à ce joueur, les gars, donc il s'appelle Nguessan. Et puis il marque beaucoup de buts, hein, ses stats sont impressionnantes. Donc 14 buts avec le U17 national en 9 matchs. Hein. Alors, le nombre de buts qu'il a pu inscrire là, cette saison, hein, c'est quand même pas mal, les gars. Donc à nous surveiller, les gars, hein, ce jeune joueur français. Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois, veut voir Pierre Lesmelou en équipe de France lors du prochain rassemblement des Bleus. Il a dit réussir à garder ce niveau de jeu après ce qu'il a traversé. Il faut vraiment avoir un état d'esprit au-dessus de la moyenne. C'est quelqu'un d'exceptionnel qui plane sur l'équipe et sur la Ligue 1. Pour moi, au poste où il joue, il n'y a pas d'équivalence en France. Il peut jouer partout. Il mériterait même d'avoir une sélection. Parce que là, Deschamps, normalement, je crois que c'est la semaine prochaine, va dévoiler sa liste, jeudi prochain, des joueurs français convoqués pour les prochains matchs contre l'Allemagne et contre le Chili. Et lui, il dirait qu'en gros, Pierre Lesmelou, ça serait mérité qu'il ait une convocation. Peut-être, on ne sait pas, les gars. Ce sera peut-être la surprise quand on voit ce qu'il fait. Regardez, il a été buteur là contre le Havre le week-end dernier, une victoire 1-0. Puis il fait une saison énorme, Pierre Lesmelou. Thiago Motta est maintenant en pole position pour prendre les rênes de la Juventus Turin à la fin de la saison, remplaçant ainsi Allegri qui devrait quitter la Juve. Néanmoins, l'Italien reste totalement focalisé sur son rôle actuel avec Bologne. Donc déjà finir la saison avec Bologne et peut-être les qualifier pour la Ligue des Champions. Actuellement, ils sont 4e, l'équipe de Bologne. Donc il serait qualifié pour la future LDC et après il envisagera peut-être un départ et peut-être du côté de la Juventus Turin. Le trophée qui sera décerné à Harry Kane s'il termine la saison comme meilleur buteur de la Bundesliga. Il y a de fortes chances qu'il finisse meilleur buteur. Donc en gros c'est un
c'est un canon en gros, puis ça nous fait penser un peu au canon sur le logo d'Arsenal, mais pas qui joue à Tottenham avant. Et Arsenal et Tottenham, c'est les deux clubs rivaux, les deux clubs ennemis un peu. Donc voilà. Info concernant Harry Kane. Cela fait 24 ans que la PS2 est sortie, donc là rien à voir avec le football, mais n'oublie pas que sur cette PS2 il y a eu beaucoup de jeux à l'époque, les PES ou même les FIFA, PS 2010, FIFA 12, les FIFA 07, FIFA 09, donc voilà, déjà 24 ans que cette PlayStation 2 est sortie, donc maintenant bien sûr on a la 5 qui est sortie il y a déjà quelques années. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec bien sûr le match ce soir. Un petit pronostic en commentaire, n'hésitez pas à mettre le vôtre en com. Donc moi, concernant cette rencontre, donc je vais partir sur une victoire du PSG 2-1 ce soir du côté de la Real Sociedad. Ce sera un score parfait bien sûr pour l'équipe parisienne. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien évidemment pour le prochain numéro. On va parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, surtout avec les matchs de Champions League. Ce soir, bonne journée à vous, bon match à vous ce soir et à demain.